Bonsoir François Baroin. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV ce soir. Invité particulièrement intéressant parce que vous allez réagir au discours de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui en creux quand même critique le bilan de l'ancien gouvernement. Vous en étiez le ministre de l'économie, donc au premier plan, mais qui ne fait pas que cela, parce qu'il dit aussi qu'il n'est pas là pour critiquer l'héritage. Juste un mot d'abord sur la tonalité, le style Ayrault. Il y a un style Ayrault pour vous ? Oui, s'il y a un style, il est un peu ennuyeux parce qu'une heure et demie de discours sur une forme assez atone, bon, c'est un exercice périlleux et difficile. Je pense rendu encore plus difficile avec le quinquennat, avec le sentiment que le Premier ministre n'est que le porte-parole de fait d'engagement pris par un président de la République qui est élu par les Français. Mais malgré tout, une heure et demie de discours sur la forme, c'était long. Je crois qu'il n'a pas réussi à soutenir une énergie pour donner du souffle. Et sur le fond, c'est soit le papier calque des mesures qu'on connaissait déjà, soit des mesures que nous combattrons, et notamment sur le plan économique. On va y revenir. Justement, vous disiez le quinquennat. Enfin là, apparemment, le président a dit que le Premier ministre devait jouer son rôle et que tout se passait à Matignon et que lui, le président, n'interviendrait pas comme Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il interviendra exactement comme Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il fera exactement la même chose. Je pense que d'ailleurs, il fait la même chose. Et d'une certaine manière, tant mieux, puisque les gens ont élu un président de la République. Et le Premier ministre, si dans la forme, aura l'apparence d'être un acteur peut-être plus visible. C'est François Fillon bis pour vous ? Je ne sais pas, je trouve que c'est la logique du quinquennat, c'est inévitable. Donc de toute façon, le discours de Jean-Marc Ayrault, pourquoi au fond il fait un peu plouf quand il atterrit à l'Assemblée nationale cet après-midi, c'est parce qu'il n'y a rien de nouveau, que nous savions tout, que tout était sur la table et que tout sera en débat. On aurait pu attendre du souffle, une idée nouvelle, une impulsion, une énergie. Je n'ai pas senti cette énergie et cette impulsion, mais peut-être que c'est la personnalité de Jean-Marc Ayrault que, par ailleurs, je ne critique pas, mais c'est probablement son style personnel. On va écouter quand même la manière dont il a voulu peut-être éviter de provoquer l'opposition, tout de suite en tout cas, puisqu'il a dit qu'il n'était pas venu de lancer un débat sur l'héritage. Je ne suis pas venu lancer un débat sur l'héritage. Tant d'autres avant nous ont ainsi préféré chercher dans le rejet de leurs prédécesseurs une approbation qu'ils n'auraient pas trouvée au simple énoncé de leur politique. Que cette situation soit le produit d'erreurs passées signifie aussi que nos difficultés, parce que nous en sommes conscients, peuvent être surmontées. Voilà, il ne vous critique pas parce que la Cour des comptes, par exemple, ne critique pas tant que cela l'ancien gouvernement ? Vous me l'avez retiré de la parole. Je pense qu'ils avaient un coup préparé. Comme l'avait dit l'un de ses députés proches, il a dit qu'il fallait contextualiser le discours de politique générale. Donc le rendez-vous était pris avec la Cour des comptes le lundi pour avoir un rapport à charge contre Sarkozy, le gouvernement Fillon et ce que nous avions fait. Et le lendemain, discours de politique générale, nos prédécesseurs sont des incapables et nous allions dire naturellement les successeurs sont des imposteurs. Nous n'en sommes pas là. Pourquoi nous n'en sommes pas là? Parce que le rapport de la Cour des comptes, il est très clair. Et c'est d'ailleurs un boomerang et un cadeau empoisonné que le gouvernement a demandé à M. Migaud. Parce que ce qui revient en pleine figure, c'est pas tellement que le gouvernement avait mal travaillé. La Cour des comptes dit que nous avons atteint tous les objectifs budgétaires du budget que j'avais porté comme ministre du budget pour 2011, que nous étions en avance sur notre temps de passage sur la réduction de déficit, et que par ailleurs, il faut à la fois soit baisser le traitement des fonctionnaires, soit poursuivre la suppression des postes de fonctionnaires, de toute façon réfléchir à l'augmentation de la TVA et de la CSG. Il va falloir qu'il s'en débrouille maintenant, le gouvernement, de cette affaire. Vous avez entendu une réponse là-dessus aujourd'hui? Parce qu'il y a une chose quand même qui est claire, c'est que votre prévision de croissance, elle n'était pas réaliste. On ne dit pas qu'elle n'était pas sincère, elle était au moins pas réaliste, puisque aujourd'hui elle est révisée pour 2012 à 0,3 et bon, pour 2013 elle est à 1,2, mais ça va encore baisser peut-être. Hein. Il faut être précis. Sur 2011, nous avons atteint notre cible que nous avions fixée, 1,7% pour 2011, 5,7% de déficit. Nous avons fait 1,7 de croissance et nous avons fait 5 de déficit. Et sur la prévision de croissance, que dit la Cour des comptes? Au moment où le gouvernement, en l'occurrence moi-même comme ministre de l'économie, j'ai adressé à la Commission européenne le pacte de stabilité, la Cour des comptes dit précisément que à cette époque, les estimations correspondaient aux prévisions de l'INSEE et à l'évolution de la conjoncture. La conjoncture s'est dégradée parce qu'après la Grèce, il y a eu l'Espagne, l'Italie, et donc un contexte général qui fait que la défiance étant là, les investissements se ralentissent et donc il y a moins de perspectives de croissance. Mais il fallait s'adapter. Mais la vraie différence, je dirais, entre François Hollande, Jean-Marc Ayrault et l'actuelle majorité et nous-mêmes, c'est que nous
Nous n'avons jamais nié les difficultés. Nous avons dit dès le départ que nous aurions un collectif budgétaire au mois de juillet. Et nous avons annoncé dès le départ, et vous pourrez reprendre tous mes propos entre le janvier et la fin de la présidentielle, qu'il fallait entre 25 et 28 milliards à trouver pour atteindre les 3% de déficit. Donc c'est ça la vraie différence. Et la difficulté maintenant pour le président Hollande et le Premier ministre Ayrault et son gouvernement, ce sera de tourner le dos à des promesses électorales et d'appliquer non pas simplement une rigueur, mais une rigueur plus, puisqu'ils veulent malgré tout augmenter les dépenses. Justement, aujourd'hui, il a dit « nous ne renoncerons pas ». Il dit « la dette est écrasante, il ne faut pas dépendre des marchés, mais nous ne renoncerons à rien ». Qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une augmentation des dépenses. Le SMIC, ça va coûter au moins 1 milliard à l'État, plus pour les entreprises qui auront du mal. Donc ça va coûter en emploi. On estime que ce coup de pouce du SMIC va coûter autour de 50 000 emplois. C'est beaucoup. C'est des souffrances sociales, c'est des douleurs humaines. L'augmentation du poste de fonctionnaire. Un poste de fonctionnaire, on ne le crée pas pour 5 ans. On le crée sur un cycle de vie. C'est 1,5 million. S'ils font 60 000 fonctionnaires, vous aurez 110 milliards sur un cycle de vie. C'est une charge supplémentaire et les marchés le lisent et les observateurs également. Dans les autres dépenses, vous aurez également l'augmentation de la rentrée scolaire, dont on sait très bien que ça ne servira pas à les intérêts des familles. Ils ont dit aussi qu'ils n'augmenteraient pas la TVA. Et ça, c'est clair, c'est un engagement électoral. Donc quoi, il peut y avoir une augmentation de la CSG. Je suis prêt à prendre rendez-vous avec vous pour expliquer que ce débat sur la TVA, il est devant nous. Et à l'occasion du quinquennat, il sera inévitable. Mais ils n'ont pas en effet répondu sur la CSG. Et le silence sur la CSG montre que naturellement, ils utiliseront ce levier. Un point de CSG, ça rapporte 12 milliards. Ils auront besoin de ces 12 milliards. Donc ça va être un choc fiscal. Plus des dépenses en plus, 20 milliards plus 33. C'est beaucoup de chiffres, beaucoup de milliards pour ceux qui nous écoutent, mais il faut imaginer que ça représente plus de 2,5 points de PIB, alors que nous aurons une croissance de l'ordre de 0,4 cette année. 0,3 a prévu. 0,3, il a dit 0,3 en fait aujourd'hui en tout cas. Il n'y a rien à retirer pour vous de l'ensemble de ce discours Non, sur la partie économique, je pense vraiment que les choix qui sont proposés sont des choix à la fois dogmatiques, un peu idéologiques. Et en même temps réalistes. Enfin, il y a une description réaliste de la situation. Non. Il y a une description du poids de la dette et du poids des déficits qui est très réaliste. Non, mais je ne pense pas qu'il puisse sortir en disant... Il ne faut pas dire il fait beau quand tout le monde a un parapluie et qu'il y a des trompes d'eau qui vous tombent sur la figure. Ils ne sont pas fous à ce point. Et même le meilleur des avocats n'ira pas plaider contre une évidence ou contre des faits. Les faits, c'est quoi? C'est que la dette qui a augmenté, c'est vrai, de 20% en 4 ans, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, est liée à la crise. C'est ce qu'ils ont nié pendant la campagne. Parce que permettez-moi de vous rappeler là aussi les chiffres. La dette française, elle augmente de 20%. La dette britannique, pour la même période, elle augmente de 40%. Est-ce que c'est Sarkozy qui gère à Londres la City? Et la dette américaine, elle augmente de 30%. François Baroin, tout ce que vous avez dit, vous l'avez dit pendant la campagne. Nous continuons. Oui, mais les Français n'ont pas été sensibles à ce discours. Mais maintenant que nous sommes dans l'opposition, on peut peut-être aussi éclairer de manière sereine et sans enjeu électoral sur la réalité de la situation pour que les Français comprennent, non pas qu'ils doivent regretter leur vote. François Hollande est président de la République, il l'est pour 5 ans. Jean-Marc Ayrault est Premier ministre, il l'est le temps de la confiance qu'il aura avec François Hollande. Ils sont aux affaires, ils auront cette dure réalité à absorber et à affronter, mais ils devront le faire en responsabilité. Et en responsabilité, on ne peut pas atteindre les cibles de déficit en augmentant les dépenses et en imposant un choc fiscal qui va casser la croissance. Le droit au mariage pour tous les couples sans discrimination, le pacte budgétaire qui va être finalement soumis au Parlement, le droit de vote des étrangers, enfin, il y a un certain nombre d'autres annonces évidemment. Est-ce qu'il y en a parmi celles-là où vous dites, je les voterai peut-être le pacte budgétaire, et là aussi, il y a un silence coupable du président Hollande et Jean-Marc Ayrault, parce qu'en acceptant le pacte budgétaire la semaine dernière... Pas seulement, puisque c'est un paquet qui va être soumis Non, c'est un traité qui s'appelle pacte budgétaire. Ce traité a été négocié avant, donc il accepte ce qu'il a dénoncé pendant la campagne électorale et qui imposera la règle d'or. Nous souhaiterions qu'elle soit de nature constitutionnelle. Ils proposeront certainement une loi organique, mais si c'est en l'état le fait qu'ils retournent leur veste et acceptent la règle d'or, et c'est de toute façon dans le traité, accepter le traité, c'est accepter la règle d'or, nous le voterons. En tout cas, nous aurons un débat plutôt positif. En revanche, sur l'adoption des couples homosexuels, la position de l'UMP a toujours été claire, les mêmes droits, et c'est normal qu'il y ait les mêmes droits sur les successions ou les donations aux derniers vivants ou autres, mais pas le mariage, un contrat d'union civile. Et sur l'autre sujet que vous avez évoqué, sur le droit de vote des étrangers, le droit de vote des étrangers, on lit clairement le droit de vote à la nationalité. C'est pas le fait de payer des impôts qui donne accès à des services publics qui donne le droit de vote, c'est le fait de faire un parcours qui permet de devenir français et donc de voter. François Baroin, pendant la campagne, on vous a
entendu, mais de loin. Et puis surtout, depuis, on assiste à un peu un règlement de compte, chacun, une sorte de droit d'inventaire spontané, chacun avec sa tonalité. Est-ce que la vôtre, elle est quand même pas un peu plus chiracienne malgré tout? C'est-à-dire qu'on sent, voilà, vous dites de Patrick Buisson que c'était un anti-gaulliste primaire, vous reconnaissez des qualités à Manuel Valls, on a le sentiment d'une petite musique un peu différente, comme si vous n'assumiez pas totalement le sarkozysme. Non, pas du tout. Alors je vais vous dire, je suis d'autant plus à l'aise que je ne suis pas un sarkozyste d'origine. Je suis un chiracien, j'étais porte-parole de Chirac quand lui était porte-parole de Balladur. Et il m'est arrivé au cours du début du mandat d'exprimer des réserves sur un certain nombre de sujets. Mais j'assume tout le bilan de Nicolas Sarkozy. J'ai été membre de ce gouvernement et il n'a pas été question... Et sa campagne aussi. Et de sa campagne. De deuxième tour. Y compris de... Mais bien sûr, c'est un tout. Et ensuite, nous devons tirer les leçons collectivement de notre défaite et nous devons assumer notre part de responsabilité. Si nous n'avons pas pu être entendus sur ce que je viens de vous évoquer, c'est que j'en ai ma part de responsabilité comme ministre du Budget et ministre des Finances. Peut-être qu'on n'a pas trouvé les bons arguments, peut-être qu'on n'a pas eu le bon ton, peut-être qu'on ne s'est pas bien exprimé. J'assume toute ma part et il n'est pas question de faire un droit d'inventaire, de dire ça m'arrange, ça m'arrange pas. Le reste, les conseillers qui ont abusivement exploité la parole de Nicolas Sarkozy, ça les regarde. Vous l'avez cité, moi je ne l'ai pas cité, je ne le cite pas. Mais bon, chacun connaît en effet mon tropisme personnel, il a le sien, je le respecte, mais c'est pas le mien. Et comme je suis légitime puisque je suis élu, ma voix porte un peu plus et je me battrai sur mes convictions. Et pour le reste... Fillon-Copé, la bataille qui commence, on ne dit pas la guerre des chefs, c'est un débat démocratique qui commence entre deux fortes personnalités. Voilà, vous me permettrez de faire cette observation. Ça y est, je sais, c'est maintenant, tout le monde dit ça, c'est très bien. Mais d'un autre côté, c'est vrai. Pourquoi pas? D'un autre côté, c'est un geste démocratique exceptionnel de voir les socialistes organiser des primaires, et de l'autre, chez nous, c'est une guerre des chefs. Non, mais quand vous critiquez les primaires, on a eu tort. Non, mais on a eu tort sur les primaires. Il faudra qu'on les mette en place, un corps électoral élargi, et ce sera le seul moyen de sélectionner le meilleur d'entre nous pour 2017, c'est-à-dire celui qui portera nos couleurs. Mais avant de se poser la question de savoir qui va diriger le parti, d'abord, c'est pas un homme, ce sera une équipe, et ensuite avec des secrétaires départementaux. Ça vous intéresserait concrètement? Ça vous intéresserait? Je ne me suis pas inscrit a priori dans cette perspective, parce que je suis rentré au gouvernement, parce que d'autres ont fait d'autres choix, et je trouve que chacun son rôle et chacun son temps, en quelque sorte. Maintenant, nous verrons sur place, à la sortie de l'été, je me prononcerai à la sortie de l'été. Vous étiez avec les mousquetaires, avec Jean-François Copé, Valérie Pécresse est allée chez François Fillon, vous restez avec Jean-François Copé? Non, mais je n'appartiens à aucune écurie, je ne dois rien à personne, je trace ma route. Ni à Jean-François Copé, donc. Mais à personne, j'ai été élu avant lui, nous avons de l'amitié, nous avons des combats politiques communs, nous avons été dehors, en quelque sorte, le début du mandat de Nicolas Sarkozy. Nous avons, lorsque Nicolas Sarkozy a souhaité rassembler sa famille, apporter notre contribution avec estime, avec soutien, avec fidélité, et aujourd'hui encore. Et moi, je suis reconnaissant à Nicolas Sarkozy d'avoir tout fait pour essayer de protéger les économies des Français et sauver l'intérêt fondamental du pays. Et pour le reste, chacun trace sa route. Mais avant de savoir qui aura la plus belle plume à la hauteur la plus élevée du chapeau, il faut savoir pour quelle mission. La mission, elle est 2012-2015. Il s'agit de faire vivre les fédés, d'animer le débat, d'opposer... Et la proposition d'Alain Juppé, de casque bleu? Je ne l'ai pas bien saisi. Je ne vois pas très bien où il veut aller. Je ne vois pas très bien comment, en l'état actuel des choses, on peut demander à Alain, en l'occurrence Jean-François Copé, d'arrêter son parcours puisqu'il souhaite poursuivre et avoir l'onction du suffrage du militant, et ça ne me choque pas et ça me paraît légitime, et un autre qui a été chef de la majorité, François Fillon, d'ambitionner légitimement de tenir les rênes du parti pour 3 ans. Pour 3 ans. Et la mission, ce sera de gagner le scrutin intermédiaire, et ça n'est pas le ticket pour la présidentielle. Ce serait une grave erreur, et là je rejoins Juppé, si on considérait que celui qu'on va élire en novembre sera le candidat à l'élection présidentielle. Probablement pas. Dernière question. Perquisition dans le bureau et le domicile de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, dans l'affaire Bettencourt, financement illégal ou pas de la campagne de 2007. Mais moi, je crois qu'il faut que vous soyez prudente dans cette expression. Qu'il y ait des procédures judiciaires en cours, il faut les laisser, se garder de tout commentaire, de même interprétation subjective. Moi, je n'ai strictement rien à dire là-dessus. Merci beaucoup. Merci François Baroin d'être venu sur le plateau de BFM TV.